Le thème de notre troisième table ronde, c'est comment déployer au mieux la modélisation au bénéfice du territoire. Donc on est vraiment dans la dernière question de Jacques Moussafir. J'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Rebecca Aron de la société Artelis. Rebecca Aron est directeur de projet Ville Durable, si je ne me trompe pas, chez Artelis. Elle nous parlera tout à l'heure d'Artelis. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Sarah Marquet de l'ADEME, du service organisation urbaine de l'ADEME, qui nous fait le plaisir de venir de Nice, en tout cas de Sophia Antipolis. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Mathieu Ayer de la communauté urbaine de Bordeaux, maintenant Bordeaux Métropole, je devrais dire. Donc responsable du service prospective et travaux de la direction de l'eau, et qui nous vient donc de Bordeaux. Donc j'ai à ma table ronde des gens qui ont fait l'effort de venir de loin pour nous parler ce matin. Euh, pour introduire ce sujet de cette dernière table ronde, en fait, donc on a vu que ça rebouclait bien avec les questions qui avaient été évoquées précédemment. On a vu dans les deux premières sessions qu'on pouvait avoir à notre disposition des outils de modélisation extrêmement sophistiqués, pointus, qui répondent à un certain nombre de problématiques identifiées et qui répondent très très bien. On a vu également qu'il fallait savoir aussi par moment faire peut-être des compromis sur l'usage de ces modèles et avoir des solutions peut-être un petit peu plus artisanales, comme cela a été dit tout à l'heure. En tout cas, donc, on a à notre disposition des outils. Les travaux des praticiens et des académiques sur ces outils depuis des années font qu'on a des solutions à un grand nombre de nos questions. Il y a bien sûr de l'innovation encore à développer autour de ces outils, mais il y a aujourd'hui des solutions qui existent. Et moi, ma réflexion, c'est de dire que malgré la profusion quelque part de ces outils et de ces solutions, on se rend compte que finalement, ces outils sont assez peu ou mal déployés sur le terrain. Et quand on parle de terrain, je pense notamment à la maîtrise d'ouvrage public. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette table ronde, c'est de comprendre peut-être d'abord pourquoi, partager éventuellement ce constat avec vous, et puis voir comment peut-être justement faire mieux, comment faire en sorte que ces outils soient un petit peu plus diffusés, et quel rôle pourrait jouer d'ailleurs Advancity dans ces travaux d'innovation pour une meilleure diffusion de ces outils. Mon expérience personnelle m'a conduit effectivement à élaborer un certain nombre de solutions de modélisation, à les mettre en œuvre et de me rendre compte que finalement, bien souvent, j'avais du mal à convaincre sur la pertinence de ces outils de modélisation. J'avais du mal parfois à convaincre d'aller peut-être dans des modélisations, je dirais, de qualité, c'est-à-dire alimentées par des données riches et fiables et permettant une aide à la décision conforme à l'expression du besoin initial. Donc, c'est-à-dire que même quand la maîtrise d'ouvrage a un besoin qui est relativement bien exprimé, il n'est pas toujours facile de convaincre avec une solution de modélisation et une bonne solution de modélisation. Et puis, j'ai pu constater également dans ma pratique personnelle que bien souvent, quand on produit une modélisation et qu'on déploie une modélisation pour un problème donné, bien souvent, cette modélisation finit dans un placard. Donc là où l'outillage qu'on a mis en œuvre pourrait permettre de faire de l'évaluation, par exemple, comme ça a été évoqué tout à l'heure, là où ça pourrait permettre de développer des services additionnels de temps réel, par exemple, eh bien souvent, malheureusement, ces outils restent dans les placards. Donc, tout l'enjeu de cette table ronde, c'est d'essayer de comprendre, d'en comprendre la raison et puis de voir comment faire mieux. Alors, je vais démarrer avec Sarah Marquet de l'ADEME. Donc, l'ADEME, qu'on connaît tous ici, l'ADEME a pour habitude d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la transition écologique et énergétique. Et moi, j'aimerais savoir finalement ce que représente pour vous la modélisation en termes de promesses, en fait. Quel est l'intérêt pour vos partenaires que sont les collectivités et les entreprises? Alors oui, on l'a déjà dit beaucoup ce matin. Alors ce serait juste la deuxième diapo.
Voilà. Bon, elle est un petit peu fournie, mais l'idée, c'est de rappeler l'importance pour les collectivités, les entreprises et pour l'ADEME, bien évidemment, l'importance de ce que peut apporter la modélisation. Donc, on ne remet pas en doute la possibilité d'aide à la décision, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir donner les moyens aux utilisateurs de pouvoir l'utiliser et qu'elle soit adaptée à leurs besoins. Donc de la planification jusqu'à la gestion des villes et des territoires, la modélisation va être un outil très important pour contribuer à la vision systémique, la prise en compte de la complexité. J'ai mis un certain nombre d'enjeux qu'on touche plus particulièrement, typiquement le climat, l'énergie, mais aussi les ambiances urbaines, les écosystèmes, la mobilité. Et puis proposer une interopérabilité ou une articulation des échelles et un travail sur la pluridisciplinarité. Donc on a déjà vu aussi pareil les différentes étapes de la planification jusqu'à la construction d'un projet et d'un chantier. Juste pour rappeler ici la modélisation, les apports en termes de diagnostic territorial avec le traitement des données, la construction de scénarios et puis la participation des acteurs publics et privés jusqu'aux citoyens. Avec la modélisation pouvant être à la fois un outil de dialogue permettant de présenter un projet au public, mais également permettre de faire remonter des informations, de mieux connaître les comportements. Voilà un certain nombre de fonctions que propose la modélisation qui, en ce sens, permet donc l'aide à la décision et à la réalisation des projets. Merci. Merci Sarah. Question pour Mathieu. Alors Mathieu, on se connaît depuis longtemps et je connais ton parcours que je vais décrire rapidement ici, mais il est intéressant pour l'auditoire de le connaître. Tu as un passé de chercheur déjà, tu as travaillé sur la modélisation des réseaux d'assainissement au début de ta carrière. Ensuite, tu es passé du côté de l'agence de l'eau, donc tu as suivi notamment un certain nombre de projets que l'agence de l'eau soutenait en matière de modélisation. Tu as fait du bureau d'études, donc là tu as été praticien aussi de la modélisation. Et désormais, tu es du côté de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, soit dans tes équipes, soit en tout cas dans les prestataires que tu fais travailler, il est question également de modélisation. Et moi, j'aimerais donc ton point de vue, à la fois, je dirais, avec ta casquette actuelle, mais peut-être aussi de ton expérience personnelle, ton point de vue justement sur ces fameuses promesses de la modélisation, telles qu'on les a évoquées ce matin. Comment elles se réalisent? Est-ce qu'elles se réalisent toujours sur le terrain? Est-ce que, voilà, si tu peux nous répondre. Merci. Mais je vais vous emmener sur le terrain et on va aller à Bordeaux. À Bordeaux par la Pensée, il faut savoir que la Garonne marne de 7 mètres. Elle est sous influence de la marée. Et le 31 mai et le 2 juin 82, il y avait 1,50 m d'eau dans Bordeaux, suite à un orage qui était important, mais pas non plus colossal. Et donc à l'époque, la communauté urbaine de Bordeaux, qui est devenue Bordeaux Métropole, s'est lancée dans un très grand programme d'aménagement, presque 1 milliard d'euros d'investissement. Et ce programme d'aménagement a abouti à faire que petit à petit, les compétences nécessaires sont développées au sein de Bordeaux Métropole et les outils aussi pour construire ces ouvrages de lutte contre les inondations. Donc les outils qui ont été utilisés, c'est des outils de modélisation d'abord simples, parce qu'en 82, on utilisait des formules de CACO avec des ordinateurs. J'ai parlé aux anciens là, avant de venir, ils déroulaient des machines avec des trous dedans pour faire les calculs. Et puis petit à petit, les ordinateurs se sont développés, la modélisation hydrologique, hydrodynamique. À un moment, il y en a qui programmaient au sein du bureau d'études de Bordeaux Métropole. Et aujourd'hui, on utilise les modèles classiques. Et je voudrais témoigner sur l'intérêt et les difficultés qu'on a à utiliser les modèles classiques, avant de parler aussi des modèles un peu plus exotiques pour nous, qui sont les modèles 3D ou les modèles temps réel. Alors sur les modèles classiques, le sujet pour nous, c'est beaucoup le sujet de la donnée. Il y a eu un orage colossal le 26 juillet 2013. On a eu à faire une étude sur un bassin versant en rive droite de Bordeaux qui s'appelle le Guas, 7000 hectares. Et là, il a fallu faire des levées topographiques avant de pouvoir faire la modélisation. Les élus nous ont demandé
de trouver des solutions. Pour trouver ces solutions, on leur a dit on a besoin de faire de la modélisation. Et là, on en a eu pour 250 000 € de levée topographique, avec une étude hydraulique derrière qui coûtait dans les 200-300 000 €. Donc ça, c'est très difficile à expliquer. Et par ailleurs, donc, il y a la donnée de base qui nous manque souvent. Et ensuite, il y a le temps de la modélisation. Et quand un élu veut qu'on lui explique le phénomène, il veut des résultats relativement rapides. Et nous, pour cette étude-là, on avait besoin d'1 an, parce qu'il nous fallait faire la topo partout, il fallait ensuite construire le modèle. On a des équipes qui ont été relevées des laisses de crue aussi, c'était intéressant. Et après, il fallait caler le modèle et des réunions de présentation des résultats, du diagnostic, des simulations. Et tout ça, ça a pris 1 an et demi en fait. On leur avait dit que ça prendrait 1 an déjà et ça les avait choqués. Mais dès lors que le processus commence, tout le monde s'habitue et commence à comprendre l'intérêt du processus. Et finalement, le temps, c'est plus un sujet. C'est juste au début qu'il y avait un sujet. Après, donc pour mettre tout ça en place, nous, on a des équipes qui commandent, qui on sous-traite beaucoup. Mais on a besoin aussi de connaître. Et là, la difficulté qu'on a, c'est que les versions changent sans arrêt. Il y a des couplages avec les SIG, donc c'est effectivement un monde qui bouge. Et pour une métropole, mettre en place les formations et acheter les logiciels, on en a pour 30 000 € de logiciels, c'est 3 clés USB. Si on les perd, on perd 15 000 €. Les gens ont du mal à comprendre, et nos comptables et les financiers à Bordeaux Métropole ont du mal à comprendre cette espèce de monde. Mais on arrive quand même, au travers des présentations qu'on fait, à montrer l'intérêt de la modélisation. Et aussi, comme je disais qu'on sous-traite, une difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on a le sentiment, alors c'est peut-être en province, mais en tous les cas, on a le sentiment qu'il y a un déficit d'expertise localement. Si je compte le nombre de personnes qui sont capables de modéliser donc sur des modèles hydrauliques, hydrologiques, hydrodynamiques, avec influence aval, station de pompage, un peu de gestion de temps réel, sur Bordeaux, je connais 3 personnes qui savent faire ça. Et quand on fait des mises en concurrence, c'est compliqué. Et après aussi, ces personnes-là qu'on fait travailler ont du mal, parce qu'ensuite, quand il y a des mouvements de personnel, ils ont du mal à embaucher. Donc, et on l'a vu lors de certaines maîtrises d'œuvre qu'on lançait avec un peu de modélisation au début, on donnait le modèle. J'en parlais tout à l'heure aussi, on a les outils, comme ça on peut les donner pour faire les études. Eh bien, les gens qui travaillaient pour nous, on avait la capacité d'expertiser le travail n'était pas correct. Donc c'est un souci qu'on a aussi, ce manque d'expertise finalement du milieu professionnel concernant la modélisation. Je passe à la diapositive suivante, je suis un peu long. Je voulais juste parler des modèles complexes. On a eu aussi à utiliser, et ça c'est intéressant, des modèles 3D. On avait un rejet de la station d'épuration, des gerbes d'eau. On finit la station d'épuration Louis Fargue en plein centre de Bordeaux, 100 millions € de travaux. Et à ce moment-là, dans la chambre de rejet, des gerbes et le sol qui vibre au-dessus avec des passants, la voirie. On ne comprenait pas. Tout à l'heure, on parlait d'expertise. On fait venir 3 experts. Il y en a un qui nous dit tout va s'effondrer, c'est la catastrophe. Il faut mettre une vanne multi-G, une vanne de barrage. Il y en a pour 500 000 €. On fait venir un autre. Il nous dit il faut juste mettre un évent. Un troisième, il nous dit moi, je ne sais pas. J'ai besoin de modéliser, au travers de la modélisation, de comprendre ce qui se passe. Et on a fait cette modélisation 3D. On a eu un résultat très intéressant. On a mis un évent plus un disperseur. Enfin, on a travaillé là-dessus. Mais ça n'a pas été facile parce que pour faire cette modélisation 3D, on a été chercher à l'ENGES Didier Bellefleur qui est spécialiste. Ensuite, il y avait une personne qui travaillait à Safège à l'époque qui travaillait dessus aussi. Mais il faut un peu avoir un réseau parce que c'est des choses qui dans nos métiers ne sont pas courantes. Et enfin, un dernier point, c'est on a un modèle de gestion et d'optimisation de temps réel de la gestion de nos bassins de stockage pour lutter contre les déversements de temps de pluie. On se retrouve aussi parfois avec des modèles en tant que collectivité, donc c'est un projet très innovant, très performant, plusieurs millions d'euros, mais on se retrouve avec un truc qu'on a du mal à appréhender et que seulement une boîte dans le monde est capable de maintenir. Donc aussi, quand on va vers l'innovation et des modèles complexes, après, nous, on se pose la question de l'évaluation de ça, et il y a toujours le code des marchés publics qui nous contraint beaucoup et qui est un frein à l'innovation et un frein à l'expérience
et au développement de tests, ce modèle-là, pour pouvoir le maintenir. On s'arrache un peu les cheveux, on va trouver des solutions, mais c'est encore plus d'énergie. Si on veut innover, on a besoin encore de plus d'énergie. Merci Mathieu. Je me tourne vers Rebecca. Alors, avant de faire peut-être la transition, Rebecca, vous nous direz quelques mots d'Artelis, qui n'est peut-être pas connu de tous dans la salle. Et ma question, pour faire la transition, portera aussi sur votre vision, vous qui venez peut-être plus du monde de l'énergie, enfin des mathématiques au départ et mathématiques appliquées à l'énergie. Moi, j'aimerais avoir votre vision sur l'éventuel décalage qui peut exister justement entre l'offre de solutions, la vôtre par exemple, et puis la réalité du déploiement des outils sur le terrain. Donc, je commence par présenter rapidement Artelis, que vous sachiez au moins qui répond à la question. Artelis, on est une PME parisienne, on est à peu près 50 personnes et on est spécialisé en aide à la décision, en modélisation et en optimisation. Donc on est une entreprise principalement constituée de docteurs et d'ingénieurs en mathématiques appliquées. On existe depuis une dizaine d'années et en réalité on a plusieurs métiers autour de cette question de l'aide à la décision, disons. Le métier d'éditeur de logiciels, donc on construit des logiciels, et un métier de conseil. Donc on construit du logiciel sur mesure, par exemple, pour répondre à un certain nombre de questions qui tournent autour de la modélisation, de l'optimisation. Et sur la base des logiciels qu'on construit, on réalise un certain nombre de missions de conseil qui nous a permis de développer en particulier une suite logicielle qui répond à plusieurs questions dans le domaine de l'énergie, dont un des applicatifs est à destination des collectivités territoriales, donc est un applicatif de modélisation urbaine, de modélisation des systèmes énergétiques urbains, dans le but d'aider les collectivités territoriales à l'élaboration de leur stratégie énergétique. Je viens que vous passiez à la slide suivante. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite idée des différentes références qu'on peut avoir. Donc on a travaillé avec beaucoup d'acteurs dans beaucoup de domaines différents, dont beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'énergie, comme je vous le disais, puisqu'on a en plus d'une expertise de mathématiques appliquées, disons à force, on commence à avoir une expertise métier dans le domaine de l'énergie. C'est un objet qu'on commence à connaître mieux que par des équations, disons. Voilà, donc une étude très récente qui a fait parler de nous, c'est l'étude qui vient d'être réalisée pour l'ADEME pour savoir s'il était possible d'avoir un mix 100% ENR, un mix électrique 100% ENR en France à horizon 2050. Voilà un exemple d'étude dans le domaine de l'énergie pour lequel on s'est basé sur nos outils de modélisation des réseaux et des systèmes énergétiques complexes. Alors j'ajouterais que très personnellement, donc je suis en charge de notre pôle ville durable, disons, donc je m'occupe des questions liées à l'énergie au niveau local. Et avant d'arriver chez Artelis, je suis passée à la communauté urbaine de Dunkerque, où j'ai travaillé sur des problématiques d'innovation, disons. Et justement, dans ce cadre-là, j'avais été amenée à m'intéresser au modèle urbain et ce que ça pouvait permettre de faire. J'avais été assez étonnée d'ailleurs en bon ingénieur de formation, j'avais été assez étonnée du fait que les gens réfléchissent sans modèle. Et c'est ce qui m'a amené jusque chez Artelis pour travailler sur les problématiques énergétiques. Alors, je rajoute encore une petite chose liminaire avant de rentrer dans des éléments de réponse que je pourrais donner. Il faut savoir on se confronte à plusieurs problèmes, nous, dans la façon dont on aborde les problématiques de modélisation urbaine. Non seulement on parle de modélisation urbaine, ce qui est déjà un objet difficile, mais alors en plus, on parle d'énergie au niveau local, qui en soi-même est un objet qui contient pas mal de difficultés, puisque c'est plutôt nouveau pour les collectivités territoriales. Et puis, troisièmement, on l'aborde probablement sous l'angle le plus mal défini, qui est l'angle, disons, de la prospective, le but étant de faire des stratégies à long terme qui, du coup, rendent encore plus difficile la définition des modèles qu'on cherche à utiliser. Donc, pour répondre à la question de l'éventuel décalage, c'est vraiment difficile comme question. Il y a probablement beaucoup de raisons qui poussent à ça, mais il y en a une dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Quand on construit un modèle, et on s'en rend compte dès qu'on commence à travailler sur ces problématiques-là, c'est qu'on construit toujours un modèle pour répondre à une question. Et on a évoqué la question de l'usage. Par exemple, donc mon patron, il était bien content que je fasse référence à lui, dit toujours que pour travailler, il faut commencer par la fin, et que c'est une déformation de la programmation dynamique que de toujours commencer par regarder le bout du problème. Et c'est particulièrement important dans les problématiques de modélisation, où en fait on est obligé d'objectiver ce qu'on fait, et ça fait mal si on ne regarde pas au bon endroit.
Par ailleurs, un autre exemple qui sera peut-être plus parlant que la programmation dynamique, un modèle très simple, hein, la quintessence du modèle, c'est peut-être le modèle de la gravitation de Newton. C'est une équation, la gravitation. Newton, pour répondre à ces questions, il s'est demandé, mais les pommes tombent, pourquoi est-ce que les pommes tombent? Donc il est parti d'une question pour en déduire un modèle. Or, aujourd'hui, il me semble que pour les collectivités territoriales se trouvent dans une situation qui est pas forcément très facile pour être capable de définir leurs questions. Notamment si on peut se demander pourquoi il y a un décalage entre l'offre et ce qu'ont les collectivités territoriales, notamment en comparaison avec ce qui peut exister dans l'industrie. Alors dans l'industrie, c'est facile, au sens où le but final de l'industrie, à la fin, tout se ramène plus ou moins à des questions de rentabilité, à des questions d'argent, à des questions de faire au mieux son activité dans des contraintes budgétaires. Pour les collectivités territoriales, la question est en fait beaucoup plus complexe à définir. Ce que cherche à faire une collectivité territoriale, c'est probablement à défendre le bien commun. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que le bien commun? C'est pas facile de trouver une réponse à cette question. Par ailleurs, on peut voir dans la démocratie l'idée d'essayer d'intégrer au maximum tous les intérêts qui peuvent être divergents des différents acteurs qui composent un territoire. Et ça aussi rend potentiellement difficile le fait de hiérarchiser les questions. Une collectivité territoriale, elle va avoir tendance à vouloir répondre tout de suite à toutes les questions. Et à beaucoup de questions qui peuvent se poser autour d'un sujet. Donc on l'a évoqué, hein, il y a beaucoup d'indicateurs à regarder en même temps, il faut regarder beaucoup de secteurs en même temps. Mais du coup, ça rend assez difficile la hiérarchisation des questions. Et on se retrouve en fait dans une situation où on ne peut pas faire un modèle fermé. On se retrouve avec un modèle ouvert, qui est censé permettre à beaucoup d'acteurs de dialoguer, qui est censé intégrer beaucoup de données, qui peut prendre une pluralité de décisions, où la question justement est difficile à saisir. Alors c'est un gage d'ambition, et ça rend aussi l'exercice de la modélisation urbaine particulièrement intéressante et particulièrement nécessaire, paradoxalement, parce qu'évidemment, plus les questions sont compliquées, plus c'est utile d'avoir des modèles pour y répondre. Mais ça fait qu'il y a un fort risque de se perdre, et c'est peut-être, je crois avoir compris que par le passé, il y avait quand même eu beaucoup de tentatives de construire des modèles urbains, et qu'on n'avait jamais réussi à trouver le modèle qui répondait vraiment à la question, des modèles totaux de l'ensemble de la ville, décloisonnés sur les silos. Et c'est peut-être ce fait-là, le risque de se perdre, qui rend ces modèles si difficiles à attraper et à utiliser. Voilà, donc j'en profiterai pour passer une recommandation qu'il faut sans doute essayer de se donner une certaine discipline et de faire attention au goût de la complexité que peut appeler le contexte général de la modélisation urbaine. Et alors je finirai par une citation de Saint-Exupéry, parce que c'est toujours bien de terminer avec une citation, qui disait que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Et voilà la recommandation qu'on peut avoir pour la modélisation urbaine. Merci Rebecca. Alors, donc, vous avez insisté sur la nécessité de bien définir les besoins, de commencer par la fin quelque part. Moi, j'aime bien cette idée-là. Et je me retourne vers Mathieu. Finalement, du coup, quand on a bien défini ses besoins et quand on a bien sa cible en tête, qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice de la modélisation? Est-ce que tu as quelques exemples à nous montrer sur le sujet? Et quels sont peut-être un peu les services additionnels qu'on pourrait espérer justement avec ces outils? Oui, je pense qu'on ne mesure pas l'intérêt que peut avoir la modélisation pour une collectivité. C'est un intérêt en interne. Je vais donner un exemple. On avait un séminaire dans mon service, j'ai 2 centres. J'ai 10 personnes qui font des études, 10 personnes qui font les travaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, on fait 35 millions d'euros de travaux par an. On ne les fait pas nous-mêmes. On pilote en maîtrise d'ouvrage 35 millions de travaux et on fait les études afférentes. Et j'ai fait un séminaire entre les gens des études et des travaux et je leur ai dit, vous allez chacun présenter l'activité de l'autre. Et dans la discussion, il y en a un qui a dit, je vais oser poser la question. Chaque fois qu'on vous demande de nous dimensionner un réseau, vous nous dites, on fait tourner un modèle. Moi, je comprends quand on me dit, on me fait tourner les serviettes, mais un modèle, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça dure 2-3 jours, la modélisation, et pourquoi c'est tellement long? Donc c'est en interne, pour nous, l'intérêt, c'est de faire une culture commune au service
et à faire qu'il y ait des échanges, et dans Bordeaux Métropole, à diffuser cette compétence technique qu'on a. Vis-à-vis de l'extérieur, il y a énormément d'avantages. Le premier avantage, c'est l'autonomie. Je le sais bien pour avoir travaillé en bureau d'études. Le bureau d'études qui détient la topo de toute une rivière, il détient le marché de modélisation de la rivière. Donc il faut que la collectivité possède ces données, les maîtrise, possède ces modèles, et que quand elle donne un modèle à réaliser à un bureau, elle le récupère pour pouvoir ensuite l'utiliser, éventuellement le donner à un autre. Et nous, notre option, ça a plutôt été de, comme on n'est pas nombreux, on construit les modèles avec des bureaux d'études, on les récupère et on s'en sert dans la gestion quotidienne. Ils se font tout le calage, toute la partie complexe et longue qu'on n'a pas le temps de faire. Mais ça fait aussi des interactions entre la collectivité et des spécialistes des bureaux d'études. On apprend beaucoup à leur contact parce que nous, on n'a pas le temps de se former, de suivre les dernières évolutions. Mais aussi, ça nous permet de bien commander et de commander au juste prix, de justifier auprès de nos élus le coût de la modélisation. Et le coût de la modélisation, il est modique. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. C'est rien par rapport au coût des travaux. Et finalement, on disait, bon, on peut manger des pâtes en ce moment, mais autant mettre un peu de sauce pesto sur les pâtes. Et la sauce pesto, c'est les études parce que ça coûte pas cher. Et par contre, ça permet de faire énormément d'économies. Alors, je vais prendre un exemple qui est une étude qu'on a faite, c'est sur le slide suivant à Bordeaux, donc dans le Bordeaux Sud. Alain Juppé, qui est président de Bordeaux Métropole, nous avait convoqué dans son bureau pour nous dire, voilà, le 26 juillet, il y a eu 3 places qui ont été gravement inondées dans Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors pour savoir ce qui s'est passé, on était bien content d'avoir un modèle parce qu'on a été prévenu 3 semaines à l'avance et quand vous allez dans le bureau du président, il faut présenter des choses qui tiennent la route. Le fait d'avoir un modèle nous a permis de comprendre en gros ce qui s'était passé pendant l'événement. Et après, on lui a présenté ça et on lui a dit ensuite qu'on avait besoin de temps pour pouvoir réaliser la modélisation. Temps qu'il nous a donné, l'étude a été importante, elle a duré 1 an. Elle a coûté à peu près 300 000 € avec 10 points de mesure, beaucoup d'équipes sur le terrain. C'est là où on voit qu'il faut beaucoup d'interactions entre la collectivité et le modélisateur pour pouvoir débloquer un point de mesure, pour pouvoir échanger avec les partenaires de la ville. C'est compliqué de faire des modélisations sur le terrain. Le réseau était très complexe, donc nous, on n'aurait pas été capable de construire le modèle et de le faire tourner dans cette année-là parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et le résultat de cette modélisation, c'est que nous, quand on avait fait tourner notre modèle sans calage, à la grosse, comme ça, en 1 mois, on avait 19 000 m3 de stockage à faire et 33 millions d'euros. On ne l'avait pas annoncé au président. Après calage, après un travail de modélisation pointu, vraiment réfléchi, on arrive à diminuer énormément le coût des aménagements. Donc l'effort de modélisation qu'on a fait, 300 000 €, nous ont fait économiser virtuellement 20 millions d'euros de travaux. Et là, c'est l'exemple de Bordeaux Sud, mais sur le GUA dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la même chose. On a fait une autre étude à Talence où, pareil, on avait avant 23 millions d'euros dans les cartons faits avec les vieux modèles, avec des nouveaux modèles calés, on est à 10 millions. Donc vraiment, pour nous, le bénéfice de ce côté-là, il est énorme. Et d'ailleurs, on va faire une note au service en leur expliquant, en prenant différentes études et en leur disant, voilà ce que potentiellement, à faire des études avec modélisation, on peut économiser. Mais on ne peut pas commander ces études et les suivre sans en faire un peu soi-même et sans être quelque part un peu dans le bain. Merci Mathieu. Je reviens vers Rebecca. Alors, Mathieu disait à l'instant, avec les vieux modèles, ça coûtait tant. Avec les nouveaux modèles, on a gagné, ça coûte encore un peu moins cher. Vous avez quoi comme idée d'innovation, finalement, pour améliorer un peu la sauce pesto, quoi ? C'est un peu... Alors c'est pareil, avant d'entrer dans la réponse à la question, je vais être obligée un petit peu de raconter encore plus en détail ce qu'on fait, parce que ça illustrera ma réponse. Donc ça, c'est le slide que vous voyez là présente notre modèle urbain à destination des collectivités territoriales pour les stratégies énergétiques. L'idée, c'est d'avoir un modèle complet du système énergétique, production, consommation, demande, multi-énergie, dans le but d'aider à l'élaboration des stratégies énergétiques. Et aujourd'hui, ce modèle, on l'utilise pour construire la stratégie énergétique, le schéma directeur énergie,
de la métropole de Lyon et de la métropole de Grenoble, à la suite de l'étude, ils récupéreront le modèle pour eux-mêmes commencer à travailler sur l'utilisation de modèles énergétiques en interne. Donc, comme je le disais un petit peu dans ma réponse d'avant, pour faire un modèle, il faut absolument être très synthétique, c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est de ne pas répondre à une autre question que la question qu'on se pose, de ne pas juste appliquer un modèle parce qu'on l'a, alors qu'il répond pas à une question. Et donc, l'enjeu probablement principal, enfin, les deux enjeux, disons, auxquels doivent faire face les modèles, c'est déjà de coûter pas trop cher, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est compliqué pour les collectivités territoriales de débloquer des budgets, mais en même temps, et c'est contradictoire évidemment, être adaptable à ce que les collectivités territoriales demandent, et on a vu ça à travers l'exemple de Cosmo ou à travers l'exemple de Suez Consulting, qui essaient de faire de leur mieux pour avoir des modèles les plus adaptables possibles pour répondre à des questions particulières. Du coup, dans la même ligne, on travaille toujours à faire en sorte que les outils logiciels et les modèles qu'on construit soient le plus adaptables possible, tout en gardant en tête l'idée de les faire les moins chers possibles. Et donc pour ça, on construit souvent des choses qui se basent sur des grammaires. Donc on peut pouvoir commencer à parler d'objets type script, des choses qui permettent d'emboîter différentes boîtes les unes à l'intérieur des autres pour construire des modèles un peu modulaire. Alors typiquement dans le modèle Crystal City aujourd'hui, là vous voyez des petites icônes avec des productions. Tout ça c'est des actifs de production, et dans le logiciel on peut définir des actifs de production à façon, au besoin. C'est-à-dire que pour répondre à certaines questions on va les définir simplement. Pour répondre à d'autres questions on va les définir avec beaucoup de complexité. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en énergie, par exemple, on va pouvoir, si on veut, définir un actif sans contrainte de démarrage. Et puis, par contre, quand on veut regarder les choses d'un peu plus près, la planification de la production, on va pouvoir se dire « Ah bah non, en fait, ma centrale à charbon, je ne peux pas la démarrer d'un instant à l'autre. Je vais inclure la possibilité qu'il y ait une contrainte sur le démarrage. » De la même façon, on voit qu'il y a beaucoup de fonctions de calcul qui sont développées par les différents acteurs. C'est aussi très utile de mettre ces fonctions de calcul au service de l'adaptabilité des modèles. Dans ce sens-là, on a fait une petite chose qui est quand même assez utile et qui rejoint aussi la question des données, c'est que on observe que à la fois il y a beaucoup de données, en même temps il n'y en a pas beaucoup. Et puis il y a des données locales et il y a des données qui sont plus statistiques, et on a très envie d'intégrer les données locales parce que c'est très important de faire des modèles qui sont adaptés à la question qu'on se pose, comme on se le disait. Et du coup on a développé pour le logiciel Artelis Crystal City un module basé sur des techniques d'optimisation qui permet de reconstituer au mieux un modèle local étant donné les données qui sont disponibles. Donc s'il n'y en a pas, on se débrouille sans les données, parce que ça arrive malheureusement assez souvent, en les croisant avec des statistiques nationales. Donc ça permet à la fois de reconstituer un modèle même si on n'a pas de données, et en même temps d'intégrer au mieux toutes les données qui sont disponibles. Donc ce type d'innovation est probablement assez intéressante, faire face au manque de données ou au manque de qualité de données, mettre en face des fonctions de calcul qui permettent effectivement de s'adapter au territoire. Donc ces deux innovations-là, la force de calcul, disons, c'est quand même important. Et puis les capacités d'adaptation qui notamment nous permettent de répondre à des appels d'offres. Alors là, on n'est pas sur de la modélisation urbaine, mais c'est pareil, c'est des problèmes de modèles assez complexes, à des questions type de la question que nous a posée la Commission européenne, qui nous demande de construire un modèle gaz, électricité, chaleur, pour regarder la sécurité d'approvisionnement, la structuration des marchés, les investissements qu'il faut faire sur les systèmes énergétiques, et de prendre en compte les énergies renouvelables. Donc on voit que ça fait un bon panel de questions, et pour être capable de répondre à toutes ces questions, il faut pouvoir mettre en face des modèles qui s'adaptent à la question qui est posée et qui ont de la force de calcul, bien évidemment. Merci Rebecca. On va terminer ce tour de table avec Sarah de l'ADEME. Comment l'ADEME finalement soutient toutes ces démarches, vous voyez passer pas mal de choses. Donc, quelle est votre action pour soutenir les démarches, pour coller quelque part
la juste réponse pour les territoires. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses qui répondaient à des questions qu'on se pose, nous, à l'ADEME, pour justement répondre à ces besoins. Du coup, ça va faire un petit peu la synthèse et j'espère que vous n'avez pas trop faim, je vais essayer d'aller vite. Il y a 3 points principaux sur lesquels on intervient. Le premier, sur la modélisation notamment intégrée et tout ce qui est méthodologie pour construire la modélisation. Le deuxième, alors j'ai mis de chaque côté la demande et l'offre d'outils. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait qu'en effet, il faut que l'offre et la demande soient correspondantes. Et puis évidemment, on l'a vu par des exemples très concrets. Mais là, il s'agit quand même de travailler sur cette approche méthodologique. Plus ensuite, le deuxième point sur tout ce qui est conception, utilisation des outils, là, au niveau plutôt fonctionnalité, fonctionnement. Et puis un troisième point au niveau des données qui sont indispensables à l'utilisation des outils. Donc on peut passer directement à la slide suivante, s'il vous plaît. Sur le premier point, c'est la méthodologie pour construire des outils de modélisation. Là, on soutient des projets de recherche essentiellement. Alors, ce ne sont pas les seuls qu'on soutient. Je vous présente uniquement ceux sur lesquels travaille plus particulièrement mon service, parce qu'on lance un appel à projet de recherche Mode Evalurba régulièrement, qui cible précisément la modélisation. Enfin, il y en aura d'autres, et il y en a d'autres qui sont hors cet appel à projet, mais celui-là est plus précisément intéressés par la modélisation. 2 axes notamment qui permettent de recueillir des projets plus particulièrement d'outils de modélisation. C'est le premier axe sur les impacts sanitaires et environnementaux et le confort des formes urbaines. Et le deuxième axe sur la performance énergétique de ces formes urbaines. Voilà, donc un petit échantillon des projets sélectionnés l'année dernière et cette année. À savoir, il n'y aura pas forcément un appel à projet cette année, enfin en tout cas en début d'année prochaine, mais peut-être en fin d'année prochaine. Voilà, donc je ne vais pas détailler, par contre la slide sera disponible et s'il y a des questions, notamment sur ISEUT, je pense que vous pourrez en parler. Le projet ISEUT est le consortium, il y a un consortium d'acteurs qui est l'idée par Artelis. Voilà. C'est assez intéressant, j'ai pas précisé, mais l'objectif dans cette APR, c'est d'avoir des projets de modélisation intégrés. Donc évidemment, on est toujours dans les mêmes objectifs de pouvoir intégrer les différentes dimensions, différents enjeux et faciliter la décision. Le deuxième point sur la conception et l'utilisation des outils de modélisation. Alors, le titre, il est venu après. En tout cas, ce que je voulais dire, c'était que on a une étude en cours sur les outils de modélisation. On a recensé un certain nombre, étudié de façon plus approfondie une dizaine, un peu plus de 10. On a constaté la grande variété des outils. Alors je refais un petit point un petit peu, c'est assez basique, mais c'est vrai qu'on est parti d'informations basiques pour pouvoir savoir comment mieux aider le développement de la modélisation et le recours à cette modélisation. Donc les objectifs de ces outils, leur fonctionnalité, de même que la méthodologie qu'ils emploient, leur format, le modèle économique, les données sur lesquelles ils se basent et qu'ils permettent d'obtenir sont variés. Et de cette variété, on souhaite proposer des recommandations pour la conception des outils. Alors, pour les spécialistes, c'est un petit peu, ça paraît un petit peu simple, mais c'est des recommandations d'ordre général pour pouvoir cadrer la production des outils et sur lesquels on est bien évidemment intéressé à avoir des suggestions, bien évidemment. Donc ces recommandations portent à la fois sur la définition des besoins et le service fourni, les possibilités de pérenniser l'outil, documenter les hypothèses et le fonctionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué ce matin. Le protocole de collecte des données, leur qualité, enfin la documentation autour de ces données, leur domaine de pertinence. Et puis l'interopérabilité
éventuelles et puis les évolutions possibles de l'outil, et puis des recommandations sur tout ce qui est accompagnement des utilisateurs par le biais de formation, de support, de documentation. Sur la partie utilisation des outils, on n'a pas proposé une aide au choix, mais c'est un petit peu l'objectif qu'on se fixe pour pouvoir accompagner les utilisateurs. Là, j'ai noté quelques petits détails que vous nous avez proposés, notamment peut-être pour faciliter la culturation et la diffusion au sein des services du recours à la modélisation. Là, pour ça, on a besoin de caractériser davantage les besoins, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, j'ai plus besoin de réponses que de questions. Et puis le troisième point, c'est la mise à disposition de données. Donc sur les données, leur mise à disposition qu'on peut réaliser par le biais de nos études, par le biais d'organismes partenaires qu'on va soutenir, financer dans ce but. Donc des productions de données, évidemment, toujours autour de l'énergie et de l'environnement principalement, mais ça va au-delà. Et puis c'est tout ce qui a un impact sur ces deux grands enjeux. Ces données qui vont permettre d'alimenter des outils au même titre que de nombreuses autres données disponibles, donc notamment avec l'ouverture des données publiques, tout ce qui est big data, avec les données issues du numérique. Et la deuxième partie de nos actions sur les données, ça va être d'imaginer une façon de les gérer, ces données. Donc, il y a des organismes qui mettent en place des protocoles pour gérer les données, en assurer la qualité, l'information transparente sur ces données. L'étude dont je parlais tout à l'heure a aussi pour but de pouvoir définir plus précisément une gouvernance autour des données et un mode de gestion qui permette tout ce que j'ai listé là, les différents rôles possibles d'une structure de gestion de données, qui pourrait être à la fois une base de données territoriale, mais aussi faciliter le partage, le traitement, le croisement, l'échange de données. Cette structure pourrait être tiers de confiance pour favoriser les coopérations entre acteurs et offrir des services basés sur les données dont elle dispose, mais également générer de nouveaux services, de nouveaux outils qui seraient développés par des acteurs privés qui viendraient s'approvisionner en données dans le cadre de cette structure de gestion. Donc là, ce sont des travaux qui sont encore en cours. On n'a pas édifié les recommandations. On travaille pour ce faire avec différents services de l'ADEME. On s'appuie sur un comité scientifique qui, à différents stades de l'étude, nous alimente de façon très riche. Et on attend des recommandations pour déterminer quel type d'acteurs pourrait être intégré, quel type de partenariat à mettre en place et quel rôle il pourrait jouer. Voilà. Merci Sarah. Donc j'ai quand même le sentiment que cette journée sera peut-être utile pour cheminer justement pour vous pour avancer sur ces sujets-là. Tout à fait. J'ai entendu aussi votre demande, votre questionnement sur le rôle d'Advancity pour diffuser les outils. On se pose la même question. Il y aura quelque chose, je pense qu'on va se voir avec Florence et Sarah à l'issue. Très bien, merci à tous les trois en tout cas pour ces interventions très intéressantes, très riches. On va laisser la place quand même pour une question ou deux s'il y en a. Je sais que vous avez très très faim, mais il y a certainement une question qu'on va essayer de prendre. Monsieur et Frédéric. Bonjour, peut-être que je me présente d'abord Alain Kergois de la Smart Building Alliance, qui est une association regroupant 85 acteurs de la filière du bâtiment pour la question de la transformation du bâtiment dans la ville intelligente et durable. Alors je ne suis pas du tout expert de la modélisation, c'est pour ça que je viens assister à cette journée. Et donc, excusez-moi d'avance si ma question vous paraît celle d'un grand candide. J'ai bien compris que la donnée était au centre de tout, qu'elle était parfois manquante ou de mauvaise qualité. Par contre, vous aviez tous, les uns et les autres, d'excellents modèles absolument formidables et performants. Je m'interroge quand même sur la pertinence des résultats de ces modèles. S'il n'y a pas de données ou si elles sont fausses, il me semble en tant que candide que ces modèles sont autoréférents. S'ils produisent
des résultats alors qu'il n'y a pas à la source les données qui sont fiables ou qui n'existent pas. Mais peut-être que j'ai rien compris au sujet. J'aurai donc l'après-midi pour me rattraper. Je peux juste parler des modèles hydrologiques, hydrauliques. En fait, pour beaucoup, c'est des modèles mécanistes. Hein. Donc, les équations de Barré de Saint-Venant dedans. Donc, si on met des bonnes données au départ, on aura des résultats qui seront fiables. Donc, pour ce type de modèle, je pense que la question ne se pose pas tellement de la qualité du résultat du modèle. Par contre, il y a toute une phase de calage. On ne peut pas tout mesurer. On ne peut pas mesurer les coefficients de ruissellement. Mais oui, si on se donne les moyens, en calant ces modèles et en les utilisant bien, on arrive à reproduire la réalité des choses, à tel point que sur l'étude de Bordeaux-Sud, par exemple, une fois le calage réalisé, on a découvert des zones qui étaient inondées, pour lesquelles on n'avait pas de plainte, parce qu'on a une base de données, on recense toutes les plaintes. Et on a découvert ces zones-là, parce que c'est un quartier dans lequel les gens étaient tellement... C'est c'est à la place Nansouty à Bordeaux, le point où il y a le plus de débordements sur le bassin versant. On n'avait pas de plainte parce que j'ai été faire du porte-à-porte, les gens étaient résignés. Ils s'étaient tellement plaints, ils avaient parlé, ils n'avaient pas écrit, c'était pas dans la base de données. Et nous, on a vu que c'est là qu'il y avait le plus de problèmes. Et c'est le premier bassin qu'on réalise. Le bassin de 6 millions d'euros, on le commence cette année. Et si on n'avait pas eu le modèle, on n'aurait pas identifié que là, il y avait des problèmes. Parce que la plainte est hétérogène pour ce qui concerne les inondations. Voilà. Après, sur les modèles non mécanistes, où je ne sais pas répondre plus précisément. Réponse courte, Rebecca. Alors, réponse très courte. En réalité, les données dont on a besoin dépendent de la question qu'on pose. Et c'est ça le point essentiel. C'est qu'aujourd'hui, en fonction des questions qu'on pose et en fonction de la précision qu'on souhaite avoir sur ces questions, on peut trouver des données. Mais c'est sûr que sans données, on ne peut rien faire. Et donc, il faut absolument en avoir au moins suffisamment pour répondre à la question qui est posée. Et en même temps, il faut éviter l'écueil de se dire toujours on n'a pas de données, donc on ne peut pas répondre à la question. Ce n'est pas toujours vrai. Voilà. Ah non, j'ai pas dit sans données, j'ai dit avec les données disponibles. C'est-à-dire en utilisant au mieux tout ce qui était disponible, même quand ce n'est pas uniquement de la donnée locale. C'est-à-dire aller la chercher de là où elle peut être et elle n'est pas toujours là où on croit. Voilà. Non, ayez confiance, Artelis. J'ai travaillé avec eux, effectivement. Ils savent alimenter leur modèle de bonnes données. Par contre, la question était très bonne parce que j'ai quand même vu des gens faire tourner des modèles sans aucune donnée et promettent tout un tas de bons résultats. Donc la question était quand même très pertinente. Frédéric, peut-être une dernière... mais très court. Hein. C'est en fait une remarque. J'étais très impressionné par le succès de l'exemple que vous avez montré sur Bordeaux en matière de gains économiques, hein, qui devrait, je pense, contribuer à ériger la modélisation en vertu en matière de gestion des finances publiques. Alors, on a vu qu'Artelis s'en sort assez bien, en partie à cause du recrutement de haut niveau, des docteurs en mathématiques appliquées, voilà, c'est très bien. On a vu aussi que ce n'est pas toujours le cas dans les collectivités, donc se pose quand même la question de savoir comment on pourrait, finalement, sur le long terme, incuber finalement ces compétences qui semblent absolument cruciales dans les collectivités, et tout ça pour le bien de l'ensemble du pays. Comment pourrait-on faire ? C'est pas forcément. Oui. Non, j'ai pas la solution. C'est une question difficile. Nous, on a beaucoup de mal à recruter des ingénieurs en modélisation, puisque pour rentrer en collectivité, il faut avoir passé le concours des collectivités. Et des gens qui ont le concours et qui ont fait la modélisation, peut-être en France, il y en a peut-être 3 ou 4. Donc, comment on procède ? Nous, on peut les recruter en contrat à durée déterminée. Après, ils passent le concours. Ça, c'est une voie. Et après aussi, peut-être que dans les écoles d'ingénieurs, il faut, dans lesquelles, parce qu'il y a quelques écoles, enfin dans mon domaine, hein, il y a l'ENGES, il y a l'ISIM, dans ces écoles-là, il faudrait aussi que les collectivités aillent présenter le mode de recrutement et donc qu'elles incitent à passer le concours et faire en sorte aussi que ces écoles-là préparent au concours des collectivités.